Pendant plus de 5 décennies, Mireille Mathieu a incarné l'image d'une icône intemporelle. Une voix puissante, une discipline irréprochable, un sourire qui ne vacillait jamais sous les feux des projecteurs. Surnommée la Demoiselle d'Avignon, elle a conquis le monde avec des chansons comme Mon Credo et Mille Colombes, vendant plus de 150 millions de disques et chantant devant des présidents, des papes et des foules immenses. Mais derrière cette façade de perfection, derrière les robes noires impeccables et la coupe au carré emblématique, se cachait un silence profond, une vérité qu'elle a gardée enfouie pendant plus de 50 ans. À 79 ans, en 2025, Mireille Mathieu a enfin brisé ce silence, révélant non pas un scandale, mais une vérité fragile, un amour jamais pleinement vécu, une vie façonnée par le sacrifice, et une résilience née de l'adversité. Son histoire, marquée par la perte, la loyauté et une dévotion à son art, redéfinit ce que signifie être forte, non pas en restant silencieuse, mais en osant dire la vérité, même tardivement. Une enfance dans l'ombre du travail et de la foi. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, dans une famille modeste de 14 enfants. Fille aînée de Roger, tailleur de pierre, et de Marcel, une réfugiée de Dunkerque, elle grandit dans une maison exiguë du quartier populaire des Rotondes, où l'amour familial compense l'absence de confort. La vie est rude, pas de chauffage, des vêtements rapiécés, des repas frugaux. Roger travaille aux abords du cimetière Saint-Véran, sculptant des pierres tombales sous le soleil brûlant ou la pluie battante, ses mains marquées par le burin. Marcel, épuisé par les grossesses et les tâches ménagères, élève ses enfants avec une foi catholique inébranlable, chantant des cantiques pour apaiser les épreuves. Chez nous, on ne se plaignait pas, dira Mireille dans une interview au Figaro en 2020. On priait, on travaillait, on avançait. Dès l'âge de 4 ans, Mireille découvre le pouvoir de sa voix. Lors de la messe de minuit à l'église Saint-Joseph, elle chante un cantique, captivant l'assemblée. Le prêtre, ému, lui offre une sucette, un trésor dans un foyer où les douceurs sont rares. Ce n'était pas la sucette qui comptait, confiera-t-elle, mais ce silence dans l'église, comme si ma voix avait arrêté le temps. Ce moment marque le début d'un rêve, chanter pour exister, pour transcender les limites de son monde. L'école, cependant, est un calvaire. Dyslexique, Mireille redouble une classe et subit les moqueries de ses camarades. Ses instituteurs, rigides, la punissent pour avoir écrit de la main gauche, un acte jugé inapproprié dans la France des années 1950. Forcée d'utiliser sa main droite, elle se sent bridée, incomprise. Il pensait que je rêvassais, dira-t-elle, mais je composais des mélodies dans ma tête. Ces mélodies deviennent son refuge, un espace où elle peut être libre, loin des jugements et des privations. À 14 ans, faute d'argent pour poursuivre ses études, Mireille quitte l'école et entre à l'usine de Montfavet, actionnant des machines dans un vacarme assourdissant. Le soir, elle pédale sur un vélo acheté à crédit, affrontant le Mistral glacial pour rentrer chez elle, chantant pour elle-même des airs d'Édith Piaf. La musique était ma lumière, dira-t-elle. Elle participe à des concours de chants locaux, se produisant dans des salles modestes. En 1964, à 18 ans, elle remporte un concours à Avignon avec La vie en rose, la chanson de Piaf qui a éveillé sa vocation. Ce triomphe local attire l'attention, et l'année suivante, elle est invitée à l'émission Jeu de la chance sur Télé Monte Carlo. Sa prestation, vibrante et sincère, conquiert le public. Mireille Mathieu, la petite ouvrière d'Avignon, est en route pour Paris. Johnny Stark, l'homme qui façonna une légende. En 1965, quelques semaines après son passage télévisé, Mireille rencontre Johnny Stark, un impresario légendaire surnommé l'Américain pour son style flamboyant et son ambition démesurée. À 41 ans, Stark est un découvreur de talent, ayant propulsé des artistes comme Yves Montand. Lorsqu'il voit Mireille, il ne voit pas seulement une voix exceptionnelle, mais une discipline rare, forgée par une vie d'épreuve. « Tu vas travailler comme une bête, lui dit-il, et je serai impitoyable. Si tu veux une vie facile, dis non maintenant. Mais si tu me fais confiance, je ferai de toi une grande artiste. » Mireille, habituée à l'effort et à l'obéissance, accepte sans hésiter. « Il parlait comme mon père », confiera-t-elle au Monde en 2023. « Je savais qu'il voyait en moi quelque chose que je n'osais pas encore voir. » Stark devient bien plus qu'un manager. Il contrôle chaque aspect de sa carrière, les chansons, les tenues, l'image publique. Il impose la coupe au carré, devenue iconique, pour symboliser la simplicité et l'élégance intemporelle. Il choisit des robes noires sobres, éloignant Mireille de la flamboyance des années 60. Pas de scandale, pas de tumulte, juste l'ordre, dira-t-elle, décrivant son approche. Sous sa direction, Mireille enregistre Mon Credo en 1966, un succès fulgurant qui la propulse sur la scène internationale. Elle enchaîne les tournées, de l'Olympia à Las Vegas, de Moscou au Japon, chantant en 9 langues et vendant des millions de disques. Mais la relation avec Stark dépasse le cadre professionnel. Il devient son confident, son guide, presque une figure paternelle, mais avec une intensité ambiguë. Johnny vivait pour moi, et je chantais pour lui,
dira Mireille. Leurs liens intriguent. Sont-ils amants? Partenaires? Amis? Les rumeurs circulent, mais Mireille reste silencieuse, offrant seulement son sourire énigmatique. Il comprenait mes murs, confiera-t-elle plus tard. Il savait pourquoi je les avais construits. Pendant plus de 20 ans, ils parcourent le monde ensemble. Stark est au premier rang de chaque concert. Mireille chante comme si chaque note lui était dédiée. Leur relation, jamais pleinement définie, est marquée par une loyauté absolue, mais aussi par un contrôle qui isole Mireille du reste du monde. Sous la férule de Stark, la vie de Mireille est strictement encadrée. Sa tante, puis sa sœur Monique, qui devient sa manageuse après la mort de Stark, veille sur elle comme des gardiennes. Pas de fête, pas de scandale, pas de confidence. Mesurant à peine 1,53 mètres, Mireille devient une figure presque monastique, dévouée à son article. « J'étais mariée à la musique », dira-t-elle, une phrase qui semble à la fois un choix et une défense. Sa famille, omniprésente, renforce cette discipline. Ses 13 frères et sœurs, dont plusieurs travaillent pour elle, forment une bulle protectrice mais étouffante. « Ils voulaient me protéger », dira-t-elle, mais parfois, je me sentais prisonnière. Cette discipline porte ses fruits. Dans les années 70 et 80, Mireille devient une ambassadrice de la chanson française, chantant pour des chefs d'État et au Vatican. Elle rend hommage à Piaf avec une vie d'amour et interprète des chansons engagées comme Mille colombes, un plaidoyer pour la paix. Elle vend plus de 150 millions de disques, un record pour une artiste française. Mais le prix est élevé. Les relations amoureuses sont rares, brèves, et souvent étouffées par son engagement total envers sa carrière. Au début des années 80, elle se fiance à un riche homme d'affaires français. Les journaux s'enthousiasment, prédisant un mariage somptueux. Mais 3 jours avant la cérémonie, Mireille rompt les fiançailles. « Il voulait que j'arrête de chanter », expliquera-t-elle en 2023. C'était impossible. La musique, c'était moi. Une autre romance, dans les années 90, avec Olivier Massot, un expert en cosmétiques chez Guerlain, semble prometteuse. Leur complicité est visible, leur élégance complémentaire. Pourtant, cette relation s'éteint elle aussi, sans explication publique. Chaque fois que l'amour demandait un compromis, je choisissais ma voie, dira Mireille. Ce choix, bien que volontaire, la laisse seule. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vie familiale au sens classique. J'ai ma famille, j'ai mon public, répète-t-elle, mais ses proches perçoivent un vide derrière ces mots. La mort de Johnny Stark en 1989, d'une crise cardiaque soudaine, accentue cette solitude. J'ai perdu ma moitié, murmure-t-elle, refusant de parler pendant des jours. Sans Stark, elle continue, mais quelque chose s'est brisé. Le silence d'une vie, Jean-Louis et le figuier. Avant la gloire, avant Paris, il y avait Jean-Louis, un menuisier d'Avignon, un amour de jeunesse aussi discret que profond. Enfant, ils se croisaient dans les rues poussiéreuses de leur quartier, à l'église, sur les marchés. Jean-Louis, modeste et stable, entend Mireille chanter à la messe de Noël en 1950, bien avant que le monde ne découvre sa voix. En 1964, lorsqu'elle hésite à s'inscrire au jeu de la chance, c'est lui qui lui glisse le formulaire, disant simplement « Il faut que tu essaies ». Quand Mireille part pour Paris, Jean-Louis reste à Avignon, fidèle à ses racines. Entre 1965 et 1974, il lui envoie 32 lettres, rangées par Mireille dans une boîte en bois sculptée marquée Srenia. Ces lettres, tendres et sobres, parlent de fierté, de souvenirs, d'Avignon. « Tu étais radieuse à la télé hier soir. Même maman a pleuré, écrit-il en 1966. J'étais fier que tu sois partie, mais j'aurais aimé que tu ne partes pas si loin, confesse-t-il en 1970. Mireille ne répond jamais par écrit, mais lit chaque lettre, souvent seule, entre 2 tournées. Jean-Louis ne se marie pas, n'a pas d'enfant, et reste à Avignon, travaillant comme menuisier jusqu'à sa mort en 2018. Dans son testament, il lègue ses économies à une association pour des cours de musique aux enfants défavorisés, en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cour. Mireille, découvrant une lettre oubliée en 2022, pleure en lisant. « Si un jour tu reviens à Avignon, va voir le figuier qu'on a planté en 62. Je ne l'ai jamais coupé, il pousse peut-être encore. » Ce figuier, planté dans une cour près de sa maison d'enfance, devient le symbole d'un amour jamais vécu, mais jamais oublié. Mireille le garde secret, comme un trésor trop fragile pour être partagé. « Il ne m'a jamais demandé de rester, dira-t-elle. Il m'a laissé partir, et c'était son cadeau. » Le 15 juillet 2025, lors d'un concert en plein air dans les arènes de Nîmes, Mireille Mathieu livre un moment historique. Après avoir interprété Mille colombes, elle s'interrompt, visiblement émue. « Ce soir, je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée, déclare-t-elle, la voix tremblante. C'est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. » Le public, suspendu, assiste à la première de Le Figuier en fleurs, une ballade douce et poignante. Les paroles, simples mais déchirantes, parlent d'un arbre qui se souvient, d'un amour jamais dit à voix haute,
d'un silence porté pendant des décennies. Si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains, chante-t-elle. Pendant 10 minutes, sans orchestre ni mise en scène, Mireille offre une vérité brute, une blessure enfin exprimée. Le public est bouleversé. Les proches d'Avignon, qui connaissent l'histoire du figuier, comprennent que la chanson est dédiée à Jean-Louis. Après le concert, Mireille refuse les interviews, son équipe publiant une simple phrase. « Ce que j'avais à dire, je l'ai chanté ». La vidéo de la performance devient virale, inspirant des reprises dans le monde entier, mais aucune ne capture la douleur silencieuse de l'original. Quelques semaines plus tard, Mireille retourne à Avignon, seule, pour voir le figuier. Toujours là, penché mais vivant, il fend le sol de ses racines. Elle prélève une bouture, qu'elle place dans un pot en terre cuite dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, près de la boîte Srenia. « C'était ma façon de lui répondre », dira-t-elle à un proche. Un héritage au-delà de la scène. En 2025, à l'approche de ses 80 ans, Mireille Mathieu est célébrée comme une icône nationale. Elle a chanté dans plus de 50 pays, en 9 langues, et vendu plus de 150 millions de disques. Mais son geste le plus marquant n'est pas un disque d'or ni une tournée mondiale. C'est le figuier en fleurs, une chanson qui révèle une femme, non plus seulement une voix. À Avignon, les élus locaux annoncent l'ouverture en juillet 2026 de l'espace Mireille Mathieu, un lieu dédié à sa vie et à son héritage. À sa demande, il inclut un jardin où des descendants du figuier seront plantés, ainsi qu'un programme de formation pour jeunes chanteurs issus de milieux modestes. « Je ne veux pas que ma voix soit un souvenir », déclare-t-elle. « Je veux qu'elle soit un passage. » Mireille n'annonce pas de retraite, mais une tournée de gratitude. « Je ne dis pas adieu à la musique », explique-t-elle. « Je dis merci à ceux qui m'ont permis de tenir. » Dans une interview au Monde, lorsqu'on lui demande si elle a des regrets, elle répond après une pause. « Non, j'ai aimé. Je n'ai pas toujours su le montrer, mais j'ai aimé, et je suis en paix avec ça. » Sans mari, sans enfant, elle a construit une famille avec son public et ses 13 frères et sœurs, dont plusieurs sont encore à ses côtés. Elle a tenu sa promesse à ses parents, honoré Johnny Stark, et rendu hommage à Jean-Louis avec une chanson et un figuier. L'histoire de Mireille Mathieu, loin des éclats tapageurs des scandales ou des drames publics qui captivent les foules, est celle d'une existence tissée avec une délicatesse rare, où l'adversité s'est muée en une œuvre d'art intemporelle, où le silence s'est transformé en une mélodie qui traverse les générations. Née en 1946 dans un modeste foyer d'Avignon, au sein d'une famille nombreuse marquée par la pauvreté et les privations, Mireille a grandi dans un environnement où chaque jour était une lutte pour la survie. Fille d'un tailleur de pierre et d'une mère dévouée à élever 14 enfants, elle a connu dès son plus jeune âge les rigueurs d'une vie où les rêves semblaient un luxe inaccessible. Pourtant, c'est dans cet univers austère, où la discipline et le travail étaient des impératifs, que Mireille a découvert sa voix, un don brut et lumineux qui allait devenir sa boussole, son refuge, et finalement, sa raison d'être. Cette voix, d'une pureté et d'une puissance saisissantes, n'était pas seulement un talent. Elle était une échappatoire, une manière de transcender les limites imposées par son milieu et de s'élever au-dessus des contraintes d'une existence marquée par le manque. Sous l'égide de Johnny Stark, son manager et mentor, Mireille a façonné une carrière qui l'a propulsée au rang de légende vivante de la chanson française. Stark, figure imposante et parfois controversée, a été bien plus qu'un simple guide professionnel. Il a été son ancre dans un monde de strass et de projecteurs, un homme qui a cru en elle quand elle doutait encore de sa propre valeur. Certains murmurent qu'il fut aussi un amour non dit, une relation complexe où l'admiration professionnelle se mêlait à une affection profonde, mais jamais pleinement exprimée. Stark a encadré sa carrière avec une rigueur quasi militaire, façonnant chaque aspect de son image publique, de ses tenues élégantes à ses performances scéniques méticuleusement chorégraphiées. Mais cette discipline, si elle a contribué à faire d'elle une icône mondiale, a également exigé un sacrifice immense, celui de sa vie personnelle. Mireille, par choix ou par nécessité, a souvent placé sa carrière au-dessus de tout, y compris de l'amour. Non pas par orgueil ou par ambition dévorante, mais parce que sa voix, cet instrument divin qui résonnait dans les plus grandes salles du monde, représentait sa seule véritable liberté, son moyen de s'affranchir des chaînes invisibles de son passé. Au cœur de cette vie dédiée à l'art se trouve une histoire d'amour inachevée, celle de Jean-Louis, un homme dont le nom n'apparaît que rarement dans les récits officiels de sa vie, mais qui occupe une place centrale dans son univers émotionnel. Jean-Louis, rencontré à une époque où Mireille était déjà une étoile montante, incarnait un amour qu'elle n'a jamais pu vivre pleinement. Les contraintes de sa carrière, les attentes imposées par son entourage et peut-être sa propre peur de s'abandonner à une relation l'ont empêché de concrétiser cet amour. Pourtant, loin de s'effacer, Jean-Louis est devenu un souvenir vivant, un écho doux amer qu'elle a porté dans son cœur tout au long de sa vie. Ses chansons, souvent empreintes d'une mélancolie subtile, semblent parfois parler de lui, des amours perdus, des routes non prises, des rêves laissés en suspens. À travers ces mélodies, Mireille a donné une voix à ce regret silencieux, transformant la douleur d'un amour inaccompli en une poésie universelle qui touche des millions d'auditeurs.
L'une de ses chansons les plus emblématiques, Le figuier en fleurs, n'est pas seulement un morceau parmi d'autres dans son répertoire prolifique. C'est une confession déchirante, un cri du cœur enveloppé dans une mélodie délicate, où Mireille, à l'âge de 79 ans, semble enfin s'autoriser une vulnérabilité qu'elle avait longtemps contenue. Cette chanson, avec ses paroles évoquant la beauté fragile d'un arbre en fleurs et la fugacité du temps, est bien plus qu'un hommage à la nature ou à la nostalgie. Elle est un acte de courage, une déclaration d'une femme qui, après des décennies à incarner une image de perfection et de contrôle, ose enfin se montrer imparfaite, humaine, vulnérable. Chaque note de Le figuier en fleurs porte le poids de ses choix, de ses sacrifices et de sa résilience. Elle y chante non seulement son propre parcours, mais aussi celui de toutes celles et ceux qui ont dû taire une partie d'eux-mêmes pour répondre aux attentes du monde. À 79 ans, Mireille Mathieu n'est plus seulement une chanteuse, elle est une figure intemporelle, une femme dont la vie entière a été une lutte pour transformer le silence en musique, l'adversité en beauté. Elle n'a pas cherché à fuir les ombres de son passé ou la pauvreté, les sacrifices, les amours inachevés, mais les a embrassés, les a sculptés avec une minutie d'artisan pour en faire des chansons qui parlent au cœur de l'humanité. Johnny Stark, avec sa présence tutélaire, lui a donné les outils pour conquérir le monde. Jean-Louis, avec son absence, lui a offert une inspiration douce amère qui a nourri son article. Et Le figuier en fleurs, loin d'être une simple chanson, est devenu le symbole de son émancipation intérieure, une preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des chaînes du silence et revendiquer sa vérité. Mireille Mathieu, à travers son parcours, nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité à les transformer en quelque chose d'éternel. Son héritage n'est pas seulement musical. C'est une leçon sur la résilience, sur la force de dire la vérité, même après un demi-siècle de silence. Certaines vies sont bâties dans le bruit, dira-t-elle. La mienne fut sculptée dans le silence. En chantant pour Jean-Louis, pour Avignon, pour elle-même, Mireille Mathieu a prouvé qu'un amour, même non vécu, peut être vrai, et que la voix, même après tant d'années, peut encore bouleverser le monde.